Monsieur le ministre, bonjour, merci d'être parmi nous pour cette conclusion de notre 5e édition du Family Business Forum. Donc, vous êtes le ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin. Apparemment, vous avez fait aux armes dans le grand chalon, si je peux me permettre l'expression, et surtout vos preuves, j'ai envie de dire, parce que vous avez réussi notamment la réindustrialisation de la friche Kodak et de ses milliers d'hectares, mais je pense que vous aurez l'occasion peut-être d'en reparler, bien que ces dernières semaines, beaucoup de médias se sont intéressés, peut-être plus que jamais, à la transformation industrielle du Grand Chalon. Vous avez été, jusqu'à votre nomination au gouvernement Lecornu, président des intercommunalités de France, et à ce titre, vous avez souvent pris la parole sur les questions industrielles. On a eu l'occasion d'échanger assez régulièrement dans vos anciennes fonctions. Monsieur le ministre, vous allez rester avec nous pendant un petit moment. J'avais envie de dire 1 heure, mais pas 1 heure, parce que ça sera un petit peu long, mais en tout cas, on aura le temps de passer des messages quand même avec le temps que nous avons devant nous. Philippe Mabille, directeur éditorial de La Tribune, va aussi vous poser quelques questions. Et puis, nous aurons dans un second temps 2 entrepreneurs à nos côtés pour aussi vous interroger sur la situation économique et industrielle actuelle. Et si jamais il nous reste un petit peu de temps, on prendra 1 ou 2 questions dans la salle, comme cela est prévu. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ces derniers jours, vous avez multiplié les déplacements sur les sites industriels, on va dire un peu complexes. Il y a eu Brandt, Tesser, avant ça, il y a eu Novasco. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez un peu le casque de pompier sur la tête. Comment ça se passe moralement? C'est pas trop compliqué? Non, mais je vais bien. Hein. Bon, attends, moi, je suis content de l'entendre. Comment on peut... Non, mais je suis avec vous, je suis avec des entrepreneurs, des femmes et des hommes à la tête de leurs entreprises. Blague à part, monsieur le ministre, non, comment on peut arrêter l'hémorragie? Comment on peut arrêter l'hémorragie? Je ne suis pas médecin et on ne va pas appuyer avec un gros coton. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Vous savez, des boîtes qui ouvrent et des boîtes qui ferment, il y en a toujours, il y en aura toujours, et il y en a toujours eu, et ça, c'est un fait. Par contre, ce qui est quelque chose qui a profondément changé, et notamment depuis un peu plus d'1 an, moi je le vois très clairement, c'est que nous avons, au niveau mondial, une évolution qui a été marquée notamment suite à l'élection de Donald Trump, qui vient en contrecarrer quelque part une évolution et une croissance extrêmement forte des volumes industriels produits par la Chine. Et donc, vous avez une Chine qui a bâti un outil industriel gros comme ça. Voilà, j'aime bien prendre cette image, gros comme ça. Son marché intérieur n'est pas très dynamique en ce moment. Donc, finalement, il s'est réduit et on a un gâteau qui est plus gros comme ça. Et puis, vous avez les États-Unis qui se sont fermés, le gâteau est plus gros que comme ça. Et donc, vous avez certains secteurs industriels, notamment la chimie, notamment la sidérurgie, qui sont frappés de plein fouet par des produits qui arrivent sur le marché européen avec des coûts qui sont, des prix, qui sont absolument anticoncurrentiels. Impossible de s'aligner parce que parfois vous êtes même en dessous du prix de la matière quand vous faites les choses correctement. Et donc ça met à mal. Et quand vous regardez, je vais mettre de côté Tesser, mais quand vous regardez un peu aujourd'hui les secteurs qui souffrent et vous rajoutez ça à l'automobile, dans l'automobile, je précise qu'il faut un peu d'acier, il faut aussi un peu de chimie souvent. Vous rajoutez à ça l'automobile qui en France est passé de 2,5 millions pratiquement de véhicules vendus en 2019 à aujourd'hui à peu près 1,6 million de véhicules vendus. Quand vous regardez, vous avez beaucoup dans les boîtes qui ferment, des gens qui sont dans l'acier, de la difficulté dans la chimie et des sous-traitants de l'automobile qui ferment aussi. Et à côté de ça, vous avez aussi l'aéronautique, vous avez aussi le luxe, vous avez aussi un certain nombre de secteurs industriels qui, eux, vont bien. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup ce qui va très mal. Et moi, je l'explique à la fois par les difficultés de l'automobile et d'autre part par les surcapacités chinoises. Et ça appelle des réactions, on en reparlera après. Alors, Monsieur le ministre, ce matin, on avait Jean-Dominique Sénard qui nous parlait des difficultés de la filière automobile avec cette date de 2035 qui fait débat. Il nous a également parlé du voyage du président de la République en Chine.
Et qu'est-ce que vous retirez de ce qui s'est dit lors de ce voyage? Est-ce que aujourd'hui le débat, il y a pas mal d'entreprises familiales, on sait qu'il y en a beaucoup dans cette salle qui s'intéressent à ce sujet. On a parlé des problématiques de transmission. Comment est-ce qu'on peut réindustrialiser avec une Chine aussi puissante? Est-ce qu'il va falloir faire des transferts de technologie à l'envers, comme on l'entend de plus en plus, des JV, obliger la Chine à faire des JV, incorporer plus de production européenne, on parle de 70% pour l'automobile, voire nous protéger en mettant en place un certain nombre de barrières. Pour compléter ta question, Philippe, voilà, le président de la République a parlé notamment de l'instauration de droits de douane. Ça pourrait être une éventualité au niveau aux frontières françaises. Est-ce que c'est des pistes que vous partagez? Enfin, ne nous trompons pas de débat. On peut parler de compétitivité pendant très longtemps, et la compétitivité est un mur à construire, mais face à un tsunami, il faut plus qu'un mur. Et donc, quand vous avez effectivement, ce que je disais tout à l'heure, en termes de concurrence déloyale qui vous tombe dessus, vous ne pouvez pas juste répondre éventuellement par baisse du prix de l'énergie et flexibilité du marché du travail, ça ne suffira pas. Donc oui, il faut se protéger. La France a obtenu ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde sur l'acier, qui sont en train d'être discutées. Donc des clauses de sauvegarde, c'est quoi? C'est en gros, dès qu'on a passé un volume d'importation d'acier chinois, on met en place des droits de douane qui font que le prix est le même que sur le marché européen et selon des prix traditionnels. Donc on rétablit des conditions de concurrence loyales. La France l'avait obtenu aussi sur les véhicules électriques. Je précise que lorsqu'on a mis en place des protections sur les véhicules électriques, comme par hasard, on est passé de 45, en fin 23 ou début 24, on est passé de 45% de véhicules électriques chinois présents sur le marché à 17% de véhicules électriques chinois présents sur le marché. J'en profite aussi pour dire qu'on ne peut pas faire un raccourci un peu trop simple sur les difficultés de la filière automobile en disant c'est la faute du passage à l'électrique. Juste, raison toute bête quand même. En 2019, quand ça commence à baisser, il n'y avait que 1,9% de véhicules électriques qui étaient vendus en France. Et aujourd'hui, on est entre 20 et 25%. Et je précise d'ailleurs au passage que si on prend Renault, vous avez encore vu sur la R5, il y avait un article ce matin, je crois, dans Les Échos, qui rappelait que l'usine de Douai, elle était en train de monter en capacité. Ah non, dans la Tribune, un excellent journal. Vous m'avez vexé. Là, pardon, je suis désolé. Vous êtes quand même... Vous avez non, pas de culot. Pardon, s'il est sorti dans Les Échos, c'est parce que c'était une copie de la Tribune. Voilà. Merci, exactement. Voilà. Donc oui, il faut se protéger. Il faut sortir d'une forme de naïveté parce que sinon, tout ça va faire des dégâts considérables qui seront, à mon avis, très difficiles à réparer. Alors, vous avez parlé des droits de douane, se protéger par les clauses de sauvegarde, c'est vrai pour l'acier, ça va être sans doute vrai très vite pour la chimie. Mais spécifiquement sur cette idée, est-ce qu'il faut passer un accord avec des groupes chinois pour qu'ils construisent des usines en France? Est-ce que c'est un sujet, ces JV dont on parle de plus en plus? Nous, on l'a fait il y a des années. On leur a apporté des transferts de technologie. Aujourd'hui, quand on parle de cette industrie des batteries, par exemple, qui sont l'industrie de l'avenir, on ne sait pas les faire aussi bien que les Chinois. On n'a pas les process industriels. Ils ont 10 ans d'avance, on le sait. Donc, est-ce qu'il faut rattraper notre retard en Europe en allant passer un accord avec eux? Vous avez raison. D'ailleurs, le président de la République l'a clairement indiqué, qu'il ne fallait pas être fermé aux investissements chinois. Simplement, il l'a tout de suite adossé à un autre élément qui est la question de la préférence européenne. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir des investissements chinois qui sont ce qu'on appelle des usines tournevis. C'est-à-dire on ne ferait qu'assembler des productions... Non, c'est le modèle Toyota. Toyota, voilà. C'est le premier producteur d'aujourd'hui de voitures en France. Mais Toyota, c'était les Japonais qui avaient à une l'époque, culture... c'était le péril japonais. Aujourd'hui, c'est le péril chinois. Oui. Mais moi, je suis entièrement d'accord, mais je préfère avoir quand même certaines garanties. Et parmi ces garanties, la notion de la préférence européenne est un moyen de faire en sorte que, à l'intérieur d'usines chinoises, à travers des joint ventures, eh bien, on n'est pas simplement de l'assemblage, mais également de la création de valeur et que des produits il y a une chaîne de valeur qui soit vraiment installée en Europe et en France. Installée en Europe et en France. Vous avez réuni la filière automobile il y a quelques jours à Bercy. Est-ce que ce n'était pas un peu pour siffler la fin de la récréation entre les constructeurs et les équipementiers, justement sur cette
clause de contenu européen de 70, 75, 80%. Les textes n'ont pas encore été présentés. Et voilà, est-ce que c'était pas un peu l'idée, c'est de refaire corps, refaire unité, on le sait, voilà, par médias interposés, il y a un peu des camps qui s'affrontent. Donc, est-ce que vous aviez envie de cesser un peu tout ça? Non, je sais pas. Vous savez, c'est un peu comme au Parlement. Chacun amène ses amendements, ses débats. Puis à la fin, il faut quand même avoir un texte commun. C'est mieux. S'il peut être voté, au passage, c'est encore mieux. Et donc, il s'agissait d'avoir un vrai tour de table avec l'ensemble de la filière automobile. D'ailleurs, on avait la batterie, on avait les équipementiers et on avait bien évidemment les constructeurs pour essayer d'atterrir sur une position commune qui est assez simple. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles, ni des idéologues. Je parle du gouvernement. Tout le monde voit bien que la cible de 2035, qui dit 100% de véhicules électriques en 2035, est pas facile à atteindre parce que, comme vous l'avez dit, il faut maîtriser la techno, tout ça prend du temps et c'est un vrai changement technologique, comme moi je l'ai connu avec Kodak qui n'a pas su prendre le virage, que de passer à l'époque pour la photographie de l'argentique au numérique et de passer pour l'automobile du thermique à l'électrique. Et donc, nous sommes ouverts, le gouvernement français, à des flexibilités sur 2035 qui permettent de dire, si on n'est pas capable d'arriver à 100%, on peut introduire plus d'hybrides, on peut introduire ce qu'on appelle des range extenders, etc., etc. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il est important que nous disions que nous faisons tout ça dans le cadre d'une chaîne de valeur qui est européenne. On ne peut pas faire du 100% européen dans nos véhicules, mais aujourd'hui, puisque les véhicules européens, dans leur chaîne de valeur, sont capables d'avoir 75% de cette valeur qui est européenne, il n'y a pas raison de descendre en dessous. Même si sur la batterie, il y a un sujet particulier, mais on est en 2025, et donc d'ici 2035, nous avons 10 ans pour acquérir les compétences, peut-être faire des joint ventures avec des Chinois pour maîtriser encore mieux la technologie, se dire qu'en 2025, aussi dans un véhicule électrique, on peut être à 75% de la valeur, batterie comprise, qui est européenne. Alors, Monsieur le ministre, c'est la 5e édition de ce forum, Family Business Forum, organisé par la Tribune avec nos partenaires. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est quand même la catastrophe, quoi. On s'attendait à une réindustrialisation, on a une poursuite de la désindustrialisation. Vous n'êtes pas comptable, vous arrivez au moment où cette inquiétude se renforce. Et ce qu'on se demande, c'est tout ce qui a été fait ces dernières années, le discours sur simplifier, raccourcir les délais pour créer des usines, alléger ou stabiliser l'environnement fiscal. On a l'impression que tout ça est en train de tomber dans les sables mouvants de l'instabilité politique. Qu'est-ce que, dans le temps utile qui vous reste, peut-être ce soir, mais on espère un peu plus longtemps, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce qu'il y a état d'urgence pour l'industrie et comment faire prendre conscience qu'aujourd'hui, y compris pour toutes les entreprises familiales qui sont là, il y a encore de l'espoir? C'est ce que disait Jean-Dominique Sénard. Il a essayé d'être optimiste. Ce n'était pas facile. D'abord, je vous remercie pour vos encouragements. On attend 19h, 19h30. Voilà. On va vous garder jusque-là. C'était de l'ironie. Premièrement. Deuxièmement, quand vous dites depuis 5 ans, c'est la catastrophe, je ne sais pas ce que vous auriez dit dans la décennie 2005-2015. Non, parce qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. Il ne faut pas faut pas être myope, ou alors il faut mettre ses lunettes. Mais dans la décennie qui a précédé 2015, on a détruit 1 million d'emplois industriels en France. Entre 2018 et 2024, la Fabrique de l'Industrie, qui est présidée par Louis Gallois, a redonné récemment les chiffres. Nous avons recréé pratiquement 200 000 emplois industriels. C'est-à-dire que quelque chose qui était inexorable, qui quelque part avait été intégré par tout le monde. Moi, vous savez, il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, j'étais un simple collaborateur. Je me souviens d'échanges ici ou là entre des élus. Oh, mais c'est pas grave, l'industrie, c'est terminé. Ça avait été intégré par tout le monde, y compris même, je pense, dans certains journaux économiques. Et
cette tendance inexorable à la désindustrialisation, avoir année après année un solde d'ouverture et de fermeture d'usines qui était systématiquement en faveur des fermetures, a été inversé. Alors oui, la situation que nous traversons depuis mi-2024, elle est extrêmement difficile. Mais de là à dire que la situation française est catastrophique et que depuis 5 ans, ça ne marche pas. Pas que française, européenne. Depuis 5 ans, ça ne marche pas. Non, il faut que vous intégriez bien quand même que depuis mi-2024, des secteurs essentiels de notre industrie, et tout le monde le dit d'ailleurs, si vous avez regardé, Édouard Philippe, qui hier soir était sur LCI, a été interrogé sur la question industrielle, a rappelé que la chimie, sans chimie, il n'y a pas d'industrie dans notre pays, est particulièrement attaquée. L'acier est particulièrement attaqué. Et que ces 2 secteurs essentiels font peser sur notre économie des menaces extrêmement, extrêmement fortes. Mais je ne crois pas pour autant que ça remette en question la question de la politique de l'offre, que ça remette en question le volontarisme en manière de réindustrialisation, et que moi, si j'ai accepté cette responsabilité-là, alors que je n'étais pas de la famille politique du président de la République, c'est bien parce que je crois que ce qui a été fait ces dernières années dans ce sujet-là est à valoriser et surtout est à poursuivre. Pour revenir un petit peu sur le côté positif, vendredi, vous avez visité un groupe familial, le groupe pharmaceutique Mayoli Pharma, qui a relocalisé certaines productions de molécules essentielles. Mais bon, elle ne s'en cache pas, cette production française coûte beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce déplacement? Est-ce que c'est un peu pour ça que vous êtes allé leur annoncer ce soutien, cette subvention de 2 millions d'euros? Est-ce que c'est un peu pour les encourager à aller plus loin? Parce que je crois que cette première étape, ça annonce dans un plan, est lancé dans un plan d'investissement plus global en France de 30 millions d'euros. Et est-ce que vous êtes frappé par la résilience des entreprises familiales? C'est un petit peu ce qui a rythmé notre journée, et c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'expliquer dans le journal de la Tribune dimanche de ce week-end. Les entreprises familiales sont beaucoup plus sensibles à la question de la souveraineté que les entreprises classiques, j'ai envie de dire. Et est-ce que vous leur accordez une attention particulière dans vos déplacements? Ben oui, parce qu'en général, le patron de l'entreprise familiale, il vit dans le territoire où il produit. Il a un lien. Quand vous êtes une entreprise mondiale, je ne dis pas que vous n'avez pas d'attachement à vos bases industrielles, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le patron de PME, PMI, de TI, en général, il habite à côté d'une de ces boîtes, s'il en a plusieurs, ou même il habite dans la ville où est son site de production principal. Il connaît ses salariés par leur prénom. Il connaît l'attachement que peuvent avoir les gens à la famille qu'ils représentent et à l'histoire qu'ils représentent. Et donc, il y a forcément, effectivement, comme vous le dites si bien, un lien très particulier et une volonté extrêmement combative de la part de ces entreprises familiales à maintenir, à être présents sur leur territoire et à tout faire pour se battre dans cette compétition mondiale. Et si je suis là aussi ce soir, c'est aussi pour vous tirer à toutes et à tous mon coup de chapeau. Parce que, comme vous le dites, il faut essayer de finir sur une note d'optimisme. Parce qu'on est tout le temps en train de s'auto-flageller là, par rapport à nos voisins. Enfin, excusez-moi, les Allemands, ils sont merveilleux, hein. Mais en 2024, ils étaient en récession. En 2023, ils étaient en récession. Et en 2025, ils ont fait finir à 0,1% de croissance. Nous, depuis 2020, nous avons eu 0 année de récession. 0. Et nous allons finir avec 2025 avec une croissance au moins de 0,8%. Et ça, ce n'est pas grâce au gouvernement, hein. Ça, c'est grâce à vous. Voilà. C'est grâce aux entreprises. C'est grâce aux gens qui y croient. Et moi, je fais partie de ceux qui voient toujours le verre de Bourgogne à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Et donc, merci à vous et surtout santé à vous. Une dernière petite question. On est à quelques jours de 2026. Quels seront, selon vous, les 2-3 sujets clés pour l'industrie française en 2026? On a parlé de ce contenu local, contenu européen, qui voilà, les débats vont se prolonger en début d'année prochaine. Quels sont, selon vous, les warnings, les points de vigilance à avoir sur 2026 pour l'industrie? Oui, j'y reviens pas, mais il est évident que l'Europe doit vraiment bouger, ça c'est clair. Il faut que nous, responsables politiques, et on y verra peut-être plus clair d'ici 1 heure, on donne un cadre de stabilité, parce qu'il est important pour les chefs d'entreprise, qui sont avant tout des investisseurs, qu'il y ait un cadre
claire, politique de stabilité. Il faut qu'on continue à encourager l'innovation et l'investissement dans l'innovation, parce que sinon, une économie qui n'investit pas, mais pour ça encore faut-il avoir des marges de manœuvre, c'est une économie qui meurt au bout d'un moment. Et pour ça, on a besoin d'innovation. Donc France 2030 est un des outils, pour le faire. Et puis, je pense aussi que certains de nos secteurs industriels et sans doute de nos grands donneurs d'ordre doivent réussir. On parlait du véhicule électrique tout à l'heure, mais je pense à l'aéronautique aussi. L'aéronautique aujourd'hui tire très fortement l'industrie, mais on sait très bien qu'Airbus a comme énorme défi que de réussir l'après A320. Et tous ces défis-là qui sont chez nos grands champions, il faut s'assurer qu'ils vont pouvoir passer ce cap-là. Alors, vous n'êtes pas le ministre des Impôts, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'impôts, y compris un peu aujourd'hui. On va peut-être en reparler. Vous avez vu, le temps est terminé. Le temps est terminé. Donc voilà, merci, c'était vachement bien. On peut donc ne pas poser cette question. Non, il va y avoir... très rapidement. La question est pas seulement sur le pacte Dutreil lui-même, mais sur la démographie de cette entreprise familiale, puisque depuis des années, et ça c'est vrai, on a essayé de soutenir ces ETI, on sait qu'on n'en a pas assez par rapport à nos voisins, et que la question de la transmission familiale est aujourd'hui une clé importante qui passe en partie, pas que, par la fiscalité. Est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont là, voilà, vous êtes battus quand même pour le Dutreil, vous avez réussi à maintenir. Pour le moment, il ne s'est rien passé. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Jusqu'à présent, ça c'est donc jusqu'ici tout va bien. Non, mais vous savez, je me mets vraiment à votre place. Je me mets à votre place parce que, je veux dire, vous êtes le nez dans le guidon toute la journée, et puis d'un coup d'un seul sur votre téléphone, vous voyez une alerte. L'Assemblée nationale a adopté 53 milliards d'euros d'impôts. Pof. Et là, forcément, vous êtes des gens rationnels. Et quand vous lisez « a adopté », vous vous dites « c'est fait ». Forcément. Et en fait, non. C'est ça qui est magique. Oui, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, si on est précis, parfois même en commission. Des fois, c'est en commission qu'on a l'alerte qui arrive sur le téléphone. Et c'est un peu comme si, quelque part, sur vos lignes de production, on s'arrêtait à la première transformation de la matière première, quand à la fin, vous avez un objet conçu avec 10 pièces différentes. Le processus législatif, c'est celui-là. Et malheureusement, ça aboutit à une espèce de perturbation extrêmement forte. Vous avez vu les 53 milliards, au passage votés conjointement par RN et le LFI, et la LFI, enfin peu importe. Tout ça, forcément, crée de la perturbation pour les entrepreneurs. Mais moi, je suis venu aussi vous dire que, on n'a rien lâché sur le crédit d'impôt recherche, qui est quand même un élément extrêmement important pour les entreprises, que 2, on a poursuivi la baisse de la CVAE, que 3, certains voulaient aller sur le Dutreil extrêmement loin, vraiment extrêmement loin, et qu'aujourd'hui, dans ce qui est en débat, c'est la possibilité déjà, enfin, c'est les questions de durée en possession de l'entreprise et de ce qu'on appellerait les biens somptuaires, voilà, par rapport à certains qui voulaient en fait tout mettre par terre. Donc vous avez, je crois, le gouvernement qui s'est battu, soutenu par beaucoup de députés, pour maintenir ce dispositif, parce que, comme vous l'avez dit, il va y avoir, enfin vous n'avez pas donné le chiffre, mais c'est 500 000 transmissions d'entreprises dès l'année prochaine. Donc c'est assez énorme. Donc il faut qu'on ait des dispositifs importants pour que ça reste dans des capitaux français. Merci pour ce petit entretien, Monsieur le Ministre. Je vous propose d'accueillir désormais les 2 entrepreneurs avec qui on va avoir l'occasion d'échanger. Donc Olivier Passot, le président de Révolte Porcelaine et membre des Enochiens, et Philippe Grotner, le président du FBN France. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors maintenant, ce n'est pas nous qui allons vous interroger, Monsieur le Ministre, c'est les entrepreneurs. À vous de faire les journalistes. Là, ça va être des vraies questions, en fait. Ah, exactement. Jusqu'ici, on était gentils. Voilà. C'est très gentil. Ici, tout allait bien. Je vais peut-être vous donner la parole à vous, Olivier Passot ou Philippe Grotner. Vous voulez commencer ? Vous voulez, je vais
Comme vous voulez. Peut-être déjà présenter un petit peu ce qu'est Révolte Porcelaine, Olivier Passot, un peu l'histoire. Donc je le rappelle, donc président de Révolte Porcelaine et membre des Enochiens, donc ce club des entreprises familiales qui ont plus de 200 ans et qui ont un certain niveau de résultats. Je crois que vous vouliez interpeller le ministre notamment sur le coût du travail, mais je vous laisse vous présenter tout d'abord. Oui, merci pour cette rapide présentation. Donc nous sommes fabricants de porcelaine, d'art de la table, à destination des hôtels et des restaurants. Et les 3/4 de notre production part à l'international. Donc on fabrique en France. Donc évidemment, le sujet du coût de travail dans une entreprise comme la nôtre, puisque 50% de notre compte de résultat, c'est la masse salariale, c'est important. Évidemment, quand on entend parler de réindustrialisation, on guette les bonnes nouvelles concernant le coût du travail. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu venir grand-chose. Moi, j'entends, dans le débat qui précédait notre intervention, j'entends beaucoup de mesures un peu que j'appellerais défensives. Moi, je rêverais d'un pays où on rentre un peu dans des mesures offensives en disant on veut réindustrialiser, mais on veut aussi prendre les mesures qu'il faut pour devenir compétitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, force est de constater qu'entre le temps du travail, les normes et le coût du travail, on est le pays le moins compétitif qui soit. Donc heureusement qu'on est créatif, heureusement qu'on sait aller chercher de la valeur ajoutée, qu'on sait faire de belles choses. Mais qu'est-ce que c'est cher de produire en France? Et qu'est-ce que c'est lourd? Je rappelle quand même que pour la 6e année consécutive, la France est le pays le plus attractif en termes d'investissement étranger. Donc ça veut bien dire quand même qu'il doit y avoir un peu d'attractivité et de compétitivité. Non, mais ce que vous dites est vrai. Mais une fois encore, je ne veux pas qu'on soit tout le temps en train de penser que nous sommes les plus mauvais, parce que ce n'est pas vrai. La preuve, vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes bon. Et si vous êtes bon, c'est parce qu'on n'est pas les plus nuls. Non, mais je dis ça en passant. Bien sûr qu'on a un problème sur le coût du travail dans notre pays. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais rien n'est fait pour ça. Alors, vous avez raison. La baisse des impôts de production, 20 milliards quand même. La suppression d'une part de cotisation au début du précédent mandat sur la branche famille, c'était aussi un allègement sur le coût du travail. Et bien sûr qu'il faut aller plus loin. Bien sûr que le débat de 2027, il sera extrêmement important. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui finance notre système de protection sociale, c'est le travail. Et que nous avons un système de protection sociale qui a un mode de financement depuis la Seconde Guerre mondiale qui a très peu changé, même si, faute de ressources suffisantes, on a une part de plus en plus importante qui est passée d'ailleurs sur un financement au-delà des cotisations sociales. Parce qu'aujourd'hui, finalement, notre système de protection sociale, il est encore financé un peu plus des 2/3 par les cotisations sociales, et déjà c'est trop, en termes de poids que ça représente sur les entreprises, et 1/3 par d'autres contributions. C'est comme ça qu'on a inventé la CSG, c'est comme ça qu'on a une part de TVA qui y va, etc. etc. Bon. Donc il est évident que le débat des présidentielles de 2027 va être extrêmement important pour savoir si on dit cette vérité ou si on ne la dit pas. De savoir si on dit, si on veut un pays compétitif et qui est capable de faire face au mur démographique qui est devant lui, ou pas. Parce que sinon, vous avez raison. Si on continue à faire peser essentiellement sur le travail le coût d'un système de protection sociale qui, en résumé, c'est pour grosse moitié les retraites, pour grosse autre moitié la santé, puis après il reste un peu de chômage et un peu de branche famille, eh ben, ça n'ira pas au regard des évolutions démographiques telles qu'elles arrivent. Vous êtes plutôt TVA sociale ou plutôt CSG sociale dans la mesure qui serait... Parce qu'il y a une attente, effectivement, de baisse du coût du travail, mais on ne va pas arriver, on ne va pas baisser, on ne va pas avoir les salaires de la Chine. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un choc de compétitivité en allant taxer d'autres, effectivement, éléments que le travail? Moi, je préfère, bien évidemment, que l'on puisse faire payer à nos importations, et donc sans doute à la consommation, donc TVA, une part
de financement de notre système de protection sociale, plus sans doute une part de capitalisation, plus une part aussi de travailler un peu plus. Travailler un peu plus, attention, ça veut dire aussi travailler sur les deux, enfin particulièrement aujourd'hui, sur la frange de la jeunesse. On voit bien que le taux d'activité des jeunes dans notre pays, on a rattrapé un peu sur les, je ne veux pas dire les personnes âgées, mais sur, je ne trouve plus le bon terme, mais sur les années qui précèdent la retraite, voilà, le taux d'activité a grimpé, alors que sur les jeunes, il est trop faible, parce qu'on a un défaut d'orientation, parce qu'on n'envoie pas assez les jeunes vers des filières dans lesquelles ça embauche rapidement, et donc on a des études trop longues, et on a un moment d'entrée des jeunes sur le marché du travail qui arrive trop tard, et du coup, comme ils arrivent trop tard, eh ben, ils devraient cotiser 2 ans ou 3 ans de plus, au lieu de faire des études qui parfois ne servent à rien. Et s'ils cotisaient 2 ans ou 3 ans de plus avec un effet de masse de jeunes, on aurait des ressources aussi beaucoup plus importantes. Peut-être parce que les salaires ne sont pas attractifs non plus. Quand on parle toute la journée de ce que ça coûte, de ce qui touche et de ce qui gagne vraiment, aujourd'hui, il faut se remettre aussi en question sur cet aspect-là. Et là d'ailleurs, si je plaide vraiment pour ma chapelle, qui est donc la chapelle de l'industrie, si vous regardez, si vous comparez un peu, je vais dire, l'attractivité des salaires entre France et Allemagne, on remarque que nous sommes plus compétitifs sur les bas salaires. Parce qu'en fait, on concentre plus nos allègements de cotisation, quelque part, sur les bas salaires. Mais ce qui est aussi très lié au fait que nous avons désindustrialisé. Parce qu'en Allemagne, vous avez plus, finalement, d'attractivité des salaires, notamment des allègements de cotisation, plutôt sur des salaires un peu plus élevés. Et c'est normal parce que ça correspond à un tissu économique qui est plus industriel. Et on sait que le tissu économique plus industriel, l'industrie paye mieux. L'industrie, c'est 20-25% de rémunération de plus que dans les services. Et donc, bien sûr que dans le temps, il va falloir travailler aussi sur ces questions-là. Alors, Philippe Grosdenner a quelques questions à vous poser aussi. Oui, bonsoir, Monsieur le Ministre. Je vais vous parler investissement et fiscalité. Les deux étant quand même, je ne vous apprends rien, étroitement liés. Juste pour vous résumer en 2 mots mon parcours, je suis 2e génération d'un groupe familial leader sur le marché de la lingerie féminine qui s'appelle Simone Perel, qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'exportation et que j'ai passé à la 3e génération. Et en même temps, j'ai l'honneur de présider le Family Business Network, qui est une association mondiale au service des actionnaires familiaux pour les aider sur les sujets de gouvernance et de transmission. Et vous avez, il y a quelques minutes, parlé de l'enjeu des transmissions en France, notamment du fait du jeu démographique et du baby-boom passant, qui fait qu'il y aura plus de 500 000 entreprises à transmettre dans les 10 ans qui viennent. Les entreprises familiales, qu'est-ce qui les caractérise? Je sais qu'à Châlons, vous avez fait un magnifique travail. C'est la vision à long terme, c'est l'ancrage territorial, vous l'avez dit, et je n'ai rien à rajouter là-dessus. C'est la proximité avec les parties prenantes, mais vous l'avez mentionné d'une certaine façon, à travers l'incarnation souvent de ces entreprises familiales par leurs dirigeants, quand ce sont des dirigeants issus de la famille. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. De quoi ont-elles besoin pour investir? Alors, je n'invente rien. Elles ont besoin de stabilité et de visibilité. Depuis 18 mois, nous vivons une période inédite en France. Et vous le savez comme moi, inédite, je crois, depuis 1958, puisque une des dernières digues qui tenait le pays, c'est-à-dire la digue des institutions, est tombée. Et la fragilité gouvernementale fait peser sur le pays un risque majeur. Donc, ma question est la suivante. Quand on voit les débats parlementaires actuels, quelle est la cohérence de l'action que peut avoir le gouvernement en ce moment quand on demande aux entreprises d'investir, quand on demande aux entreprises, et les entreprises familiales sont là en première ligne, d'investir dans les territoires, et vous savez très bien que ces territoires, vous les représentez aussi, et à un moment où on n'a aucune visibilité, où tous les jours, on a l'impression qu'on nous tape sur la tête, même si un projet n'est pas encore une loi. Mais enfin,
ça part tous azimuts. On nous attaque sur la transmission à un moment qui est vital avec le pacte Dutreil qui a eu 23 ans de tranquillité, qui à l'origine, je le rappelle aussi pour tout le monde, a été voté par un gouvernement socialiste. Avant M. Renaud Dutreil, c'était Lionel Jospin qui a introduit dans son gouvernement le premier allègement sur la transmission des titres. À un moment où on veut taper sur les holdings, à un moment où on s'attaque peut-être à nouveau à l'ISF, qui, comme vous le savez, a été destructeur d'emplois indirectement par l'incapacité de certaines familles à payer cet impôt. Quels sont vos leviers d'action aujourd'hui, au moment où on se parle? Parce que je pense que notre auditoire, qui, comme vous le savez, est fait d'entreprises familiales, devant cette situation un peu déplorable, agir et redonner un peu de stabilité et de visibilité à nous, entrepreneurs. Moi, je voudrais vous inviter à la clairvoyance, entre guillemets. C'est pas facile ce que je dis là. Non, mais moi, je ne confonds pas Simone Perel et Undiz. Et Undiz, c'est de la lingerie bas de gamme. Vous connaissez? Bon. Moi, ma femme n'achète pas du Undiz, elle achète du Simone Perel. Bon. C'est devenu confession intime. Je veux dire par là quoi? On a été habitué, vous l'avez dit, depuis 1958, à un système politique où, en gros, dans ce pays, tout venait du gouvernement. Et que c'était quoi un débat parlementaire? D'ailleurs, vous savez très bien qu'à l'Assemblée nationale, quand un texte vient du gouvernement, ça s'appelle un projet de loi. Et quand un texte vient des députés ou des sénateurs, ça s'appelle une proposition de loi. Vous voyez bien comment sont ordonnancées. Vous voyez bien comment étaient ordonnancées les choses. Et c'est vrai que du coup, on s'est habitué à ce que finalement, quand le gouvernement décidait un truc, derrière, ça s'appliquait parce qu'il y avait une majorité qui suivait le petit doigt sur la couture. Et donc, on s'est toujours dit, quand il y a un truc qui se passe, c'est parce que le gouvernement et sa majorité le décident. Pourquoi je vous dis à ne pas mélanger toutes les marques? Parce que dans le débat parlementaire en cours, je n'ai pas vu beaucoup de députés qui ont aujourd'hui certains de leurs représentants comme moi, au gouvernement, aller proposer la taxe sur les multinationales ou je ne sais pas quoi, ou aller proposer d'accroître le fardeau qui pèse sur les entreprises de manière démesurée, même si j'ai conscience qu'on demande un effort à tout le monde. Et quand je vois parfois, dans les débats ici ou là, qu'on se dit qu'après tout, en 2027, il y en a qu'on n'a jamais essayé et qu'on va les essayer, et comme ça ira mieux. Je vous invite à regarder ce qu'ils proposent, au-delà d'ailleurs de réouvrir les maisons closes, ce qui fera peut-être vendre un peu plus de lingerie. Mais je vous invite à regarder ce qu'ils proposent. Voilà. Et à se dire que, oui, d'accord, on n'est pas parfait au gouvernement, c'est clair. Oui, d'accord, pour essayer d'avoir un budget, parce que c'est quand même mieux d'avoir un budget que pas de budget du tout, on est obligé d'arriver à faire des compromis parce que vous avez l'Assemblée nationale qui résulte du choix démocratique des Françaises et des Français. Et que j'aurais préféré avoir une autre Assemblée nationale parce que pour vous dire, quand je passe 9 heures au banc pour essayer d'expliquer à des gens qu'on ne va pas sauver la sidérurgie en nationalisant ArcelorMittal comme on l'a fait en 1982, j'hallucine un peu. Et que ça passe parce qu'une fois encore, on a l'extrême droite et l'extrême gauche, main dans la main, qui soutiennent le même texte. Donc oui, on n'est pas les meilleurs du monde. Oui, j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus. Mais je peux vous dire que matin, midi et soir, on se bat plutôt pour être du côté des entreprises que de ceux qui pensent que c'est par une économie administrée et en vous en rajoutant toujours un peu plus dans les chaussures ou dans le sac à dos qu'on va y arriver. Et donc, Dutreil, CICE, CVAE, tous ces sigles, on se bat pour faire en sorte que ça perdure et que ça continue. Alors, Monsieur le Ministre, j'élargis un peu ma question.
Je prévoyais cette réponse, si vous me permettez. Mais c'est important. Je suis d'accord. Enfin, oui, voilà. Je sais que vous essayez de défendre le moment est les grave entreprises. aussi. Le moment est grave. C'est là où je voulais en venir. Le moment est grave pour le pays. Et nous sommes des citoyens comme nous sommes des chefs d'entreprise. Et de ce point de vue-là, regardez ce qui se passait il y a 15 ans en arrière dans le sud de l'Europe, au Portugal, en Grèce, et dans une moindre mesure en Italie et en Espagne. Et puis, comme n'importe quel citoyen, mais aussi chef d'entreprise, je regarde 15 ans après, ou à peu près, ce que sont devenus ces 4 pays. J'ajouterai même l'Irlande, vous le savez très bien. Elles sont tous en excédent primaire, voire en excédent budgétaire. Il y a une chose, il me semble, qu'aucun gouvernement jusqu'à aujourd'hui a refusé de faire, c'est de baisser le train de vie de l'État. Or, c'est ce qu'ont fait tous ces pays du sud de l'Europe. Et c'est ce que nous faisons, nous, dans nos entreprises. Quand on doit serrer la vis, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de diminuer nos frais de siège. Pas de diminuer l'effort commercial, pas d'attaquer nos parts de marché qui vont être attaquées par notre concurrence, défendre nos parts de marché. Mais nous allons nous attaquer d'abord à réduire nos coûts de structure pour essayer de continuer à avancer. Je vois la France comme une exception européenne. Et je m'interroge par rapport à 2027. Alors ça sort un peu du débat de ce soir, mais en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il est essentiel pour nous tous sur ce que nous allons proposer dans ce budget 2026, quel que soit l'aboutissement que vous-même, je crains, ne connaissiez pas au moment où on se parle, hélas, je le déplore tout comme vous. Et pourquoi aucun gouvernement, même dans les 2 dernières mandatures de notre président, n'a voulu s'attaquer à cette dépense publique? La dépense publique, c'est quoi? Est-ce que vous avez parlé du train de vie de l'État? Il faut qu'on soit précis. Est-ce que c'est très important? Et je pense que les Français, très souvent, parce que justement, depuis 1958, on dit l'État fait tout, donc comme ça, c'est plus simple. La dépense publique, 45% de la dépense publique, c'est la Sécu. C'est-à-dire le PLFSS là, de tout à l'heure. 35%, c'est l'État, dans ses fonctions d'État. L'école, l'armée, le ministère de l'économie, voilà. Donc déjà, on n'est pas le premier poste de dépense. Et n'oublions pas d'ailleurs que si vous mettez dans les dépenses de l'État tout ce qu'il met pour boucher les trous des autres, vous allez descendre encore plus. Et après, c'est les collectivités locales. 20%. Donc, vous avez un qui a cru de manière extrêmement forte, c'est le système de protection sociale. Un autre qui est l'État, qui n'a pas cru, qui reste stable. Et les collectivités, parce qu'on leur a aussi transféré des compétences, qui a cru. Ça, c'est la vérité. Parce que moi, ce que je vois partout où je passe, c'est que les gens se plaignent que les commissariats ne sont pas en très bon état, que dans l'école, on ne fait pas assez. Et que d'ailleurs, on aimerait bien former plus des enfants avec des compétences qui seraient beaucoup plus utiles. Je ne dis pas, et d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé, il a coupé dans les frais de communication, il a pris un certain nombre de mesures. Je ne dis pas que nous ne devons pas, dans le fonctionnement de l'État, encore améliorer les choses, bien évidemment, mais je crois utile de rappeler, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à quel point ce débat sera majeur en 2027, parce que j'ai bien peur que sinon les 45% dont je parle se rapprochent progressivement de 50%, et que là, ça ne marche plus, quoi. Et que là, ça ne marche plus. Et qu'on n'arrive plus à financer nos services publics essentiels, parce qu'il y aura trop de dépenses de transfert vers le système de protection sociale, et que du coup, ça ne fonctionnera plus. Pour rester sur la question de la dépense, vous laissez...
vous avez laissé entendre à certains de vos interlocuteurs que vous travaillez sur un dispositif de soutien à l'investissement en 2026. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ça? Est-ce que ça avance? Est-ce que votre dialogue avec les régions, parce qu'il me semble que vous l'associez les régions, et d'ailleurs vous avez rencontré Alain Rousset avant de venir nous rejoindre. Vous êtes au courant de tout mon agenda, vous? Votre agenda est public après. Ah oui, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, où ça en est les discussions? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la forme de ce dispositif? Parce que essayons de parler aussi un peu de ce qu'on peut faire ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un tissu présent partout sur le territoire qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, je trouve que dans notre pays, on a beaucoup de dispositifs de soutien au monde économique qui sont très bien organisés pour les grands groupes et qui eux-mêmes sont bien organisés pour y répondre, qui sont très bien organisés pour tout ce qui est innovation start-up. Mais vous ne parlez pas beaucoup. Dites-vous, c'est les PME et les ETI. Je parle des PME, des ETI familiales qui sont présentes dans les territoires. Parce que d'ailleurs, on a appelé ce forum la Family Business Nation. C'est ça. Et qui sont présents dans les territoires depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, parfois beaucoup plus, et qui ne demandent jamais rien à personne. Jamais. On se reconnaît là. Voilà. Et donc, moi, je suis en train de travailler avec chacune des régions sur un dispositif dont je parlerai plus précisément en janvier, parce que pour ça, il faut que j'en ai un budget. Forcément, si il n'y a pas de budget, ça va être compliqué. En s'appuyant sur un certain nombre de crédits qui sont dans France 2030 à la main des régions, pour vous accompagner vers la modernisation de notre outil industriel. Nous avons en France un parc machine qui est sans doute qui ne se renouvelle pas assez. Parfois, vous êtes dépendant de grands groupes qui vous mettent la pression pour accroître encore votre productivité, la précision des pièces, etc., etc. Et moi, j'ai envie qu'on travaille ensemble, à l'échelle de chaque région, en fonction de filières qui peuvent être choisies par les régions, sur un dispositif spécifique de modernisation de notre outil industriel dans les PME et dans les petites ETI. Ça, c'est une annonce quand même, parce que c'est... Oui, mais il ne faut pas que ça sorte d'ici, parce qu'il faut que j'ai un budget. Ben, justement, ça pourrait encourager que pour une fois, oui, vous avez raison. Ça peut être quelque chose d'utile qu'on peut faire avec ce budget. Exactement, mais Pierrick, j'ai fait le tour de toutes les régions, elles sont toutes d'accord. Qui va suivre ça avec les régions? Donc toutes les régions sont d'accord, parce qu'on a aussi fait un dossier sur les régions il n'y a pas très longtemps. Effectivement, elles sont indispensables pour le développement économique. Et il y a cette idée de réforme de la décentralisation. Voilà, parce que peut-être la question, je vous laisse la poser, Philippe, allez-y. Oui, merci. L'autre Philippe. Effectivement, mais très rapidement la question. Très rapidement, je vois. Il nous reste 2 minutes. Oui, très rapidement. Effectivement, traditionnellement, comme vous dites, il n'y a pas seulement nos institutions, mais il y a notre tradition jacobine, dont la France souffre, à mon avis, énormément. Et nous, entreprises familiales qui sommes ancrées, comme vous le disiez vous-même, dans les territoires, on a envie, comme diraient les jeunes, lâchez-nous la grappe, quoi. Un petit peu, laissez-nous un petit peu vivre notre vie et pouvoir... et si Notre-Dame, je crois que tout à l'heure, on citait l'exemple de Notre-Dame, magnifique réussite, la reconstruction, mais regardez le nombre de dérogations, et vous savez très bien, monsieur le ministre, que le chantier de Notre-Dame a eu pour pouvoir reconstruire notre cathédrale dans le temps imparti. Si elle avait dû passer par toutes les autorisations administratives, on en serait encore aux fondations. Bon, donc ma question, vous l'avez comprise, est-ce que justement le programme de l'avenir pour nous soutenir nos entreprises familiales, c'est donner, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme finalement la majorité des pays européens auxquels on ne se compare peut-être pas assez, donner plus de pouvoir aux initiatives locales dans cet effort de réindustrialisation? Tout à l'heure, ça a été dit, avant d'être ministre de l'Industrie, j'étais président des intercommunautés de France. Et notamment, on a beaucoup soutenu un programme qui s'appelle Territoire d'industrie. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je suis ministre de l'Industrie et des territoires industriels. Je ne crois pas qu'on puisse faire de l'industrie uniquement depuis Bercy, en appuyant sur un bouton et tout descend à la mode Pompidou, parce qu'on est en 2025 et bientôt en 2026. Et il est nécessaire, et même indispensable, que cette articulation entre une vision politique nationale en faveur de l'industrie, un engagement des chefs d'entreprise et une mobilisation des territoires, moi j'ai toujours pensé que c'était un triptyque, était absolument indispensable.
Parce que vous avez besoin des élus locaux pour aménager des fonciers et pour sortir de la problématique dont vous parliez à l'instant des situations kafkaïennes en matière administrative. On a besoin des régions pour accompagner l'innovation dans les entreprises et elles mettent en place un certain nombre de choses. Je peux dire cette culture territoire, j'essaie de bien la brancher dans Bercy. Ce n'est pas toujours le truc le plus évident, mais c'est en train de prendre. Et juste pour ce point-là, moi je vais relancer la logique des sites industriels clés en main. Parce que nous avons en France, en matière d'implantation, les mêmes règles que nos voisins. Ça peut vous surprendre ce que je vous dis là, mais hier j'étais en Conseil européen à Bruxelles et j'ai entendu un Suédois nous expliquer qu'il n'arrivait pas à faire sortir une usine en Suède. La semaine dernière, j'ai rencontré le patron de Vorwerk qui fait les aspirateurs et le robot mixeur, là, le Thermomix, voilà, pardon, excusez-moi, qui m'a dit je suis très content parce que à Châteaudun, on a sorti notre usine 2 fois plus vite que si je l'avais faite en Allemagne. Et la clé à ça, c'est d'avoir plus de foncier industriel clé en main. Un foncier industriel clé en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire un site sur lequel le chef d'entreprise, il n'a que son permis de construire et son autorisation ICPE à faire. Parce que ça, vous savez faire. Vous prenez un architecte, vous prenez un bureau d'études, il vous fait votre dossier, vous avez un échange avec l'Adréal, est-ce que c'est déclaration, autorisation, enregistrement, et ça, on sait faire. Par contre, quand vous vous trouvez sur un foncier et que vous faites la connaissance de la pie-grièche ou d'une zone humide, bah là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Et donc, il faut à la fois que les fonciers qui vous sont proposés soient effectivement, et qu'on en ait plus, qui soient vraiment clés en main pour sécuriser vos investissements. Et il faut aussi que l'on travaille avec vous, parce que le début de l'enfer, en général, c'est quoi? C'est vous avez acheté, il y a 10 ans ou 20 ans, 10 hectares de foncier pour construire votre site de production. Vous avez construit votre usine sur 5 hectares en vous disant, comme ça, je garde une réserve foncière et dans 10 ans, quand j'aurai un besoin, je vais m'étendre. Le besoin arrive. Vous voulez vous étendre. Mais les 5 hectares à côté, vous ne les avez pas entretenus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe partout, la nature reprend ses droits. Et là, quand vous voulez faire l'extension de votre atelier, que, effectivement, vous rencontrez une espèce naturelle, une grenouille, la grenouille jaune ou verte ou bleue, je ne sais pas laquelle, et bien c'est là que l'enfer commence. C'est là. Et ça, c'est pas vraiment de la modification législative, même si, bien évidemment, il faut qu'on fasse ensemble, voilà, c'est de l'anticipation. Il faut qu'on arrive ensemble, et c'est pour ça que j'ai besoin des territoires aussi pour le faire, il faut qu'on arrive ensemble, d'une part, à ce que les territoires s'organisent parfaitement pour créer des fonciers et travaillent avec les chefs d'entreprise pour que les réserves foncières qui existent chez les chefs d'entreprise soient mobilisables rapidement parce qu'ils l'entretiennent et le conservent. Et sinon, c'est l'enfer. Sinon, c'est l'enfer. Et ça n'empêche pas aussi qu'au niveau européen, nous travaillons, il y a des textes qui s'appellent des omnibus de simplification. Il y en a 6 qui sont en cours pour vous alléger un petit peu le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises en termes de responsabilité, machin, etc. En termes aussi d'impact environnemental. Voilà, il y a tout un tas de textes qui arrivent pour essayer de vous simplifier la vie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à tous les deux, Olivier Passot et Philippe Grotner. On peut les applaudir. Un petit mot peut-être, Philippe? Non? C'est fini, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot. Sinon, à la 6e édition voilà, de la Family Business Nation, en espérant que voilà, ça aille mieux quand même, parce qu'on est tous optimistes. Hein, je serai toujours là, quoi qu'il arrive. On fera ça pour le budget 2027, s'il y en aura un, forcément. Merci beaucoup. Merci.